Préface par l'auteur. Bien qu'ils aient été écrits dans une période qui s'étend sur 10 ans, ce n'est pas le hasard qui réunit en un seul volume ces 3 essais consacrés à Balzac, Dickens et Dostoïevski. Un projet unitaire vise à montrer les 3 grands, et à mon sens les seuls romanciers du XIXe siècle, comme des types, qui, précisément à cause des contrastes entre leurs personnages, se complètent, et, peut-être, élèvent le concept de romancier, de créateur épique d'un monde, au niveau d'une forme distincte. Si je déclare ici que Balzac, Dickens et Dostoïevski sont les seuls grands romanciers du XIXe siècle, en les mettant ainsi en avant, je méconnais la grandeur de certaines œuvres de Goethe, de Gottfried Keller, de Stendhal, de Flaubert, de Tolstoï, de Victor Hugo et de quelques autres, dont tel ou tel roman, bien souvent, surpasse de beaucoup une œuvre isolée de Balzac ou de Dickens. Aussi est-il indispensable, me semble-t-il, que j'établisse de manière explicite en quoi consiste la différence, pour moi profonde et inébranlable, entre l'auteur d'un roman et le romancier. Le romancier, au sens le plus noble, le plus élevé du terme, ne peut être que le génie encyclopédique, l'artiste universel qui, et ici interviennent l'ampleur de son œuvre et l'abondance de ses personnages, l'artiste universel qui bâtit tout un cosmos et installe, à côté du monde terrestre, son propre univers, avec ses types humains spécifiques, ses lois de gravitation, son firmament, qui imprègne de son être chaque personnage, chaque événement, au point qu'ils ne deviennent pas seulement typiques pour lui, mais qu'ils ont pour nous aussi une telle puissance d'évocation que nous sommes souvent tentés de qualifier en fonction d'eux des événements et des gens. À propos de personnes réelles, nous dirons une figure balzacienne, un personnage à la Dickens, une nature dostoïevskienne. Chacun de ces artistes façonne une loi de la vie, une conception de la vie, à travers la multitude de ses personnages, dans une perspective si unitaire qu'il est en fait à l'origine d'une nouvelle forme du monde. Montrer cette loi secrète, cette genèse des personnages dans son unité cachée, c'est ce que j'ai tenté de faire dans mon livre, qui pourrait porter comme sous-titre « Psychologie du romancier ». Chacun de ces écrivains a sa propre sphère. L'univers de Balzac, c'est la société, celui de Dickens, la famille, celui de Dostoïevski, le un et le tout. Des comparaisons entre ces sphères font apparaître leurs différences, mais jamais il n'est question ici de transformer ces différences en jugement de valeur, ou de souligner chez un artiste les éléments nationaux pour les vanter ou les rejeter. Chaque grand créateur est une unité qui inclut ses limites et son poids particulier, évalué selon son étalon propre. Il n'y a qu'un poids spécifique à l'intérieur d'une œuvre, aucun poids absolu sur la balance de la justice. Les 3 essais supposent la connaissance des œuvres. Ils ne se veulent pas une introduction, mais prétendent sublimer, condenser, concentrer. Puisqu'ils procèdent par raccourci, ils ne peuvent porter à la connaissance que ce qui a été personnellement ressenti comme essentiel. Je regrette particulièrement cette limitation dans le cas de Dostoïevski qui, de par son immensité, ne saurait, pas plus que Goethe, se laisser enfermer dans une formule, si longue fût-elle. J'aurais volontiers ajouté à ces grandes figures d'écrivains, un Français, un Anglais, un Russe, le portrait d'un romancier allemand, représentatif d'un créateur épique d'univers, conforme à la haute idée que je me fais du romancier. Mais je n'en ai pas trouvé un seul de ce niveau supérieur, ni dans le présent, ni dans le passé. Et c'est peut-être le sens de ce livre que d'en appeler un pour l'avenir et de saluer par avance ce créateur lointain. Salzbourg, 1919. Balzac. Balzac est né en 1799 dans la Touraine, la province de l'abondance, la joyeuse patrie de Rabelais. La date vaut la peine d'être retenue. C'est cette année-là que Napoléon, le monde déjà agité par ses exploits ne l'appelait encore que Bonaparte, c'est cette année-là que Napoléon revint d'Égypte moitié en vainqueur et moitié en fugitif.
Il avait combattu sous des constellations étrangères, devant les pyramides, ses témoins de pierre. Puis, fatigué de mener péniblement à bout une œuvre grandiosement commencée, il s'était glissé sur un esquif minuscule entre les corvettes de Nelson qui le guettaient. Quelques jours après son arrivée, il rassemblait une poignée de fidèles, balayait le corps législatif qui lui faisait obstacle et, en un tour de main, se saisissait du gouvernement de la France. 1799, l'année de la naissance de Balzac, est le commencement de l'Empire. Le nouveau siècle ne connaît plus le petit général, l'aventurier corse. Il ne connaît désormais que Napoléon, l'empereur des Français. Pendant 10 ans, pendant 15 ans encore, ce sont les années d'enfance de Balzac. Les mains avides de pouvoir de l'empereur embrassent la moitié de l'Europe, tandis que ses rêves ambitieux, semblables au vol de l'aigle, s'éploient déjà sur l'univers entier, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Pour quelqu'un prenant une part si intense à tout ce qui se passe autour de lui, pour un Balzac, il ne peut pas être indifférent que les 16 premières années de l'éveil à la vie coïncident précisément avec les 16 années de l'Empire, cette époque peut-être la plus fantastique de l'histoire universelle. Car les premières impressions que l'on reçoit, et la vocation, sont-elles à vrai dire autre chose que la face interne et la face externe d'un même objet? Que quelqu'un, un inconnu, soit venu à Paris d'une île quelconque de la Méditerranée, sans amis et sans emploi, sans mission et sans fonction, que brusquement il y ait saisi à la gorge le pouvoir, pour qui il n'y avait plus de frein, qu'il l'ait maîtrisé et contenu dans les brides de l'ordre, qu'un homme sans appui, tout seul, un étranger, ait conquis de ses mains nues Paris, puis la France, et puis l'univers. Voilà un prodigieux caprice de l'histoire universelle que le jeune Balzac apprend à connaître, non pas en noir sur blanc dans quelques livres, parmi des légendes ou des histoires inventées, mais directement et avec toutes les couleurs de la réalité. Voilà des événements merveilleux qui, par ses sens avidement ouverts sur le monde, pénètrent dans sa vie personnelle, peuplant de 1000 souvenirs concrets et bariolés le monde encore vierge de son âme. Ces événements doivent de toute nécessité prendre la force de l'exemple. Peut-être que Balzac, enfant, a appris à lire dans les proclamations de l'empereur, qui racontait fièrement et brutalement, avec un pathos presque romain, les lointaines victoires. Sans doute que son doigt d'enfant a suivi maladroitement sur la carte où la France, comme un fleuve débordé, se répandait peu à peu sur l'Europe, les marches des soldats de Napoléon. Aujourd'hui, franchissant le mont Cenis, demain, traversant la Sierra Nevada, les rivières, au-delà desquelles est l'Allemagne, la neige, au-delà de laquelle est la Russie, et la mer, au-delà de laquelle est Gibraltar, où les Anglais, avec les boulets rouges de leurs canons, mettaient le feu à la flottille ennemie. Peut-être que pendant le jour, les soldats ont joué avec lui dans la rue. Les soldats dont le visage portait la trace des coups de sabre des Cosaques. Et peut-être que la nuit, il a été souvent réveillé par le roulement furieux des canons qui se dirigeaient vers l'Autriche pour briser à Austerlitz la couche de glace sous les pieds de la cavalerie russe. Tous les désirs de sa jeunesse ont dû forcément se fondre dans un seul nom, une seule pensée, une seule image qui les enflammait du feu de l'émulation. Napoléon. Devant le grand jardin par lequel Paris s'ouvre sur le monde, un arc de triomphe s'était élevé, où étaient gravés les noms des villes vaincues de la moitié de l'univers. Ce sentiment de domination, à quelle monstrueuse déception ne dut-il pas faire place lorsque, plus tard, les soldats de l'étranger, musique en tête et drapeau flottant, défilèrent sous la fière voûte. Ce qui se passait à l'extérieur, dans un monde en ébullition, marquait profondément sa trace dans l'âme de l'enfant. De bonne heure, il assista à cet extraordinaire bouleversement des valeurs, aussi bien intellectuelles que matérielles. Il vit les assignats qui, revêtus du sceau de la République, portaient engagement pour 100 ou 1000 francs, s'égayer au vent comme des bouts de papier sans aucune valeur. Sur la pièce d'or qui brillait dans sa main, il voyait tantôt l'obèse profil du roi décapité, tantôt le bonnet jacobin de la liberté, tantôt la figure romaine du premier consul, ou encore Napoléon en habit d'empereur.
à une époque de monstrueuses révolutions où la morale, l'argent, la terre, les lois, la hiérarchie, bref, tout ce qui depuis des siècles était endigué dans des limites rigides, s'affaissait ou débordait. À une époque où se produisaient des transformations inouïes, il devait forcément prendre de bonne heure conscience de la relativité de toutes les valeurs. Le monde autour de lui était un tourbillon, et quand, pris de vertige, le regard cherchait un point d'appui solide, un symbole, une étoile au-dessus de ces vagues cabrées, dans ce chaos d'événements montants ou descendants, c'était toujours le même personnage, la même force agissante qui donnait le branle à ces mille vacillations et oscillations. Et, qui plus est, ce personnage, Napoléon, le jeune Balzac l'avait vu lui-même. Il le vit chevaucher vers la parade avec les créatures de sa volonté, avec Roustan, le mamelouk, avec Joseph, à qui il avait donné l'Espagne, avec Murat, à qui il avait fait cadeau de Naples et de la Sicile, avec Bernadotte, le traître, avec tous ceux pour qui il avait forgé des couronnes et conquis des royaumes, qu'il avait élevés du néant de leur passé dans la splendeur de son présent. Pendant une seconde, de façon bien nette et bien vivante, avait rayonné sur la rétine de l'enfant une image plus grande que tous les exemples de l'histoire. Il avait vu le grand conquérant de l'univers. Et pour un enfant, voir un conquérant, n'est-ce pas la même chose que désirer en devenir un soi-même? À ce moment-là, en deux autres endroits, vivaient paisiblement deux autres conquérants. À Königsberg, un philosophe soumettait à la loi de la logique le chaos du monde. À Weimar, un poète ne possédait pas moins le monde dans sa totalité que Napoléon avec ses armées. Mais c'était là pour longtemps encore des lointains qui restaient inconnus à Balzac. C'est d'abord l'exemple de Napoléon qui a fait naître en lui le désir de n'aspirer toujours qu'à l'ensemble, de chercher avidement à saisir non pas quelques richesses isolées, mais toute la plénitude de l'univers. Enfin, cette fiévreuse ambition. Une telle monstrueuse volonté de puissance universelle n'arrive pas tout de suite à trouver son chemin. Balzac ne se décide d'abord pour aucune profession. Né 2 années plus tôt, il aurait pris rang à l'âge de 18 ans parmi les soldats de Napoléon. Il eut peut-être, près de Belle Alliance, donné l'assaut aux hauteurs où la mitraille anglaise balayait tout devant elle. Mais l'histoire n'aime pas les répétitions. Au ciel orageux de l'époque napoléonienne succèdent des jours d'été clairs, amollissants et alanguissants. Sous Louis XVIII, le sabre devient une épée de parade, le soldat un courtisan et l'homme politique un beau parleur. Ce n'est plus le point de fer de l'action, la sombre corne d'abondance du hasard qui dispense les hauts emplois de l'État. Ce sont de douces mains de femmes qui distribuent grâce et faveur. La vie publique s'ensable et tarit presque. L'écume des événements s'efface devant le miroir poli d'un étang plat et stagnant. Avec les armes, il n'y avait plus moyen de conquérir le monde. Si Napoléon a été pris en exemple par quelque esprit hors de pair, il était, pour la multitude, un objet d'abomination. Restait donc l'art. Balzac commence à écrire, mais non pas comme les autres, pour gagner de l'argent, pour amuser, pour remplir une bibliothèque, pour défrayer les conversations du boulevard. Ce qu'il ambitionne dans la littérature, ce n'est pas un bâton de maréchal, mais la couronne impériale. Il commence dans une mansarde. Sous des noms d'emprunt, comme pour essayer ses forces, il écrit ses premiers romans. Ce n'est pas encore la guerre, mais simplement le jeu de la guerre. Ce ne sont que des manœuvres, ce n'est pas encore la bataille. Mécontent du résultat, insatisfait de ce qu'il obtient, il plante là le métier et pendant 3 ou 4 ans se consacre à d'autres professions. Il prend place comme clerc dans l'étude d'un notaire. Il observe, il voit, il jouit, il promène son regard sur le monde, et puis il se remet à écrire. Mais cette fois-ci, de toute la force de sa monstrueuse volonté, il vise à l'absolu. Avec une ambition gigantesque et fanatique, il néglige le détail, le phénomène particulier et la chose isolée et détachée, pour ne s'intéresser qu'à l'évolution des grandes masses, et pour n'étudier que les rouages mystérieux des instincts primitifs.
extraire du fouillis des événements les éléments purs, de l'embrouillamini des chiffres, le total, du désordre, l'harmonie, de la vie telle qu'elle paraît, l'essence de ce qui est. Faire passer le monde entier dans sa cornue, le recréer en raccourci, suivant une exacte synthèse, animer de son propre souffle la création ainsi domptée, et la diriger de ses propres mains. Voilà désormais son but. Rien ne doit être perdu de la variété de l'univers. Et pour réduire cet infini à la mesure du fini, et cette immensité à la mesure des possibilités humaines, il n'y a qu'un procédé valable, la compression. Toute sa force travaille à comprimer les phénomènes, à les passer à travers un crible où tout ce qui est superflu reste et où ne passent que les formes pures et significatives. Ensuite, élaborer et concentrer ces formes dispersées dans la flamme de ses mains, faire de leur monstrueuse multiplicité un système logique et facile à comprendre. Comme Linné a classé les milliards de plantes existantes en d'étroites catégories, ou comme le chimiste réduit les innombrables combinaisons qu'offre la nature à quelques éléments fondamentaux. Voilà désormais son ambition. Il simplifie le monde pour pouvoir ensuite le dominer. Il comprime l'univers qu'il a ainsi dompté dans le grandiose carcan de la comédie humaine. Grâce à ce procédé de distillation, ces personnages sont toujours des types, toujours des symboles caractéristiques d'une catégorie de gens, et une volonté inouïe d'art en a éliminé tout ce qui est superflu ou sans signification. Ces passions, en quelque sorte rectilignes, sont les ressorts cachés de la comédie humaine. Ces types purs en sont les acteurs. Cet univers décorativement simplifié en représente les coulisses. Il concentre tout, en introduisant dans la littérature le système de la centralisation administrative. Comme Napoléon, il fait de la France le pays maître de l'univers, avec Paris pour centre. Et à l'intérieur de ce cercle, dans Paris même, il trace plusieurs autres cercles, la noblesse, le clergé, les ouvriers, les poètes, les artistes, les savants. De 50 salons aristocratiques, il n'en fait qu'un seul, celui de la duchesse de Cadignan. De 100 banquiers, il fait le baron de Nucingen. De tous les usuriers, Gobseck. De tous les médecins, Horace Bianchon. Il fait en sorte que ces hommes habitent plus près l'un de l'autre que ce n'est le cas dans la réalité quotidienne. Il fait en sorte qu'ils aient des relations plus fréquentes et qu'ils se combattent avec plus de véhémence. Là où la vie produit 1000 variations, lui ne connaît qu'un seul thème. Il ignore les types mixtes. Son univers est plus pauvre que la réalité, mais il est plus intense, car ses personnages sont des extraits, ses passions des éléments purs, ses tragédies des condensations. Comme Napoléon, il commence par conquérir Paris. Puis il s'empare de chaque province, l'une après l'autre. En quelque sorte, chaque département envoie son orateur dans le Parlement de Balzac. Et puis, comme Bonaparte, le consul victorieux, il répand ses troupes sur tous les pays. Il entre en campagne, il envoie ses personnages dans les fjords de la Norvège, dans les plaines brûlées, dans les plaines de sable de l'Espagne, sous le ciel couleur de feu de l'Égypte, au pont pris par la glace à la Bérésina. Partout, sa volonté de puissance universelle se donne carrière, comme celle de son grand modèle. Et ainsi, de même que Napoléon se reposant entre deux campagnes créa le Code civil, Balzac, se reposant de la conquête du monde qu'il a réalisée dans la comédie humaine, donne un code moral de l'amour et du mariage, un traité théorique, et il trace encore, en souriant, au-dessus de la ligne de ces grands ouvrages qui embrassent toute la terre, l'arabesque copulente des contes drôlatiques. De la misère la plus profonde, des chaumières paysannes, il passe au palais du Faubourg Saint-Germain. Il pénètre dans les appartements de Napoléon. Partout, il fait sauter la 4e muraille et découvre ainsi le secret des demeures les plus fermées. Il campe avec les soldats sous les tentes de la Bretagne. Il joue à la bourse. Il jette un regard dans les coulisses du théâtre. Il observe le travail du savant. Il n'y a pas de coin dans le monde où ne vienne briller sa flamme fascinatrice. 2 à 3 000 personnages lui constituent une véritable armée, et mieux,
C'est une armée qu'il a fait naître en frappant le sol et qu'il a créée de ses seules mains. Ils sont venus à lui du néant, tout nus, et il leur donne des vêtements, il leur distribue des titres et des richesses, comme Napoléon à ses maréchaux, et il leur reprend. Il joue avec eux, il les lance les uns sur les autres. Innombrable est la multiplicité des événements qu'il construit ainsi, et immense est le paysage se déployant derrière ces événements. Comme Napoléon est unique dans l'histoire moderne, unique aussi dans la littérature des temps nouveaux est cette conquête du monde que met en œuvre la comédie humaine, cette concentration, dans les deux mains d'un écrivain, d'un raccourci de la vie universelle. Mais le rêve de Balzac enfant était de conquérir le monde, et rien n'est plus puissant qu'un dessein conçu de bonne heure lorsqu'il devient réalité. Ce n'est pas pour rien qu'il avait écrit sous un portrait de Napoléon « Ce qu'il n'a pu achever par l'épée, je l'accomplirai par la plume ». Ces héros sont comme lui. Tous ont l'ambition de conquérir le monde. Une force centripète les arrache à leur province, à leur patrie, pour les lancer sur Paris. C'est là qu'est leur champ de bataille. C'est vers ce champ de bataille que se précipitent 50 000 jeunes gens, toute une armée, dont les forces vierges et intactes brûlent de se dépenser dans le bouillonnement d'une obscure énergie. Et ici, dans cet étroit espace, ils bondissent les uns sur les autres comme des projectiles. Ils s'anéantissent, ils s'élèvent vers le succès ou se précipitent dans l'abîme. Personne ne trouve sa place toute préparée. Chacun doit conquérir la tribune pour pouvoir parler au monde, et chacun doit se faire une arme de ce métal malléable et dur comme l'acier qui s'appelle la jeunesse. Chacun doit concentrer ses énergies en de véritables explosifs. La fierté de Balzac est d'avoir été le premier à montrer que cette lutte qui se passe au sein de la civilisation n'est pas moins acharnée que celle se déroulant sur les champs de bataille. Mes romans bourgeois sont plus tragiques que vos tragédies, crie-t-il au romantique. Car la première chose que ces jeunes gens apprennent dans les livres de Balzac, c'est la loi de l'inflexibilité. Ils savent qu'ils sont trop nombreux, et ils doivent, l'image est de Vautrin, le personnage favori de Balzac, ils doivent se dévorer comme des araignées dans un pot. Ils doivent tremper encore dans le poison brûlant de l'expérience l'arme qu'ils ont forgée avec leur jeunesse. Seul celui qui survit a raison. De toutes les 32 directions de la Rose des Vents, ils accourent à Paris, comme les sans-culottes de la Grande Armée. Ils se déchirent les souliers sur la route. La poussière du chemin est collée à leurs vêtements et leur gorge est brûlée par une monstrueuse soif de jouissance. Et comme ils contemplent cette sphère, nouvelle pour eux, cette sphère enchanteresse de l'élégance, de la richesse et de la puissance, ils sentent que pour conquérir ces palais, ces femmes, ces pouvoirs, le peu de choses qu'ils ont apporté avec eux est sans valeur. Ils sentent que pour tirer parti de leurs facultés, il faut les transformer et faire, avec la jeunesse, de l'opiniâtreté, avec l'intelligence, de la ruse, avec la confiance, de la fausseté, avec la beauté, du vice, avec l'intrépidité, de l'astuce. Car les héros de Balzac sont pleins d'envie. Ils veulent tout posséder. Tous éprouvent la même aventure. Un tilbury au trot passe près d'eux en les frôlant presque. La boue projetée par les roues les éclabousse. Le cocher brandit son fouet. Mais dans la voiture est assise une jeune femme, et dans ses cheveux brille un joyau. Elle fait glisser sur eux un regard rapide. Elle est séduisante et belle, un symbole de la jouissance. Et tous les héros de Balzac, à ce moment-là, n'ont qu'un seul désir. À moi cette femme, cette voiture, ces domestiques, cette richesse. Paris, le monde entier. L'exemple de Napoléon, qui leur a montré que le pouvoir suprême était à la merci de l'homme de la plus humble extraction, les a perdus. Ils ne luttent pas, comme leur père en province, pour une vigne, une préfecture, un héritage, mais déjà pour des symboles, pour la puissance, pour atteindre ce cercle lumineux où resplendit le soleil des lys de la royauté et où l'argent coule dans les doigts comme de l'eau. Et c'est ainsi qu'ils deviennent ces gens ambitieux, à qui Balzac donne des muscles plus forts, une éloquence plus véhémente, des passions plus énergiques, une vie plus vivante, quoique plus rapide, que n'en ont les autres. Ce sont des hommes dont les rêves deviennent des actes. Ce sont des poètes, comme il dit,
qui écrivent leurs œuvres dans la matière de la vie. Leur manière d'attaquer est double. Un chemin spécial s'ouvre au génie et un autre chemin à l'homme ordinaire. Chacun doit inventer un système particulier pour parvenir à la puissance, ou bien il faut apprendre celui des autres, la méthode de la société. Il faut s'enfoncer meurtrièrement, comme un boulet de canon, dans la foule de ceux qui sont un obstacle à ce que le but soit atteint. Ou bien il faut, en rampant, les empoisonner comme la peste, conseille Vautrin, l'anarchiste, la grandiose figure en qui Balzac a mis sa prédilection. Au quartier latin, où Balzac lui-même a commencé dans une étroite chambre, se réunissent aussi ses héros, les prototypes de la vie sociale. Desplein, l'étudiant en médecine, Rastignac, l'arriviste, Louis Lambert, le philosophe, Rubempré, le journaliste, tout un cénacle de jeunes hommes qui ne sont encore que des éléments non élaborés, des caractères rudimentaires dans toute leur pureté, mais qui pourtant représentent toute la vie groupée autour d'une longue table dans la légendaire pension Vauquer. Mais ensuite, plongés dans la grande cornue de la vie, cuits dans l'effervescence des passions et de nouveau refroidis et figés par les désillusions, soumis aux multiples influences de la nature sociale, aux frottements mécaniques, aux attractions magnétiques, aux décompositions chimiques et aux désagrégations moléculaires, ces hommes se transforment. Ils perdent leur être véritable. Le terrible acide qui s'appelle Paris dissout les uns, les ronge, les élimine et les fait disparaître, tandis qu'il cristallise, durcit et pétrifie les autres. Tous les effets de métamorphose, des changements de couleur et des combinaisons diverses s'accomplissent en eux. Les éléments ainsi associés constituent de nouvelles unités humaines et, 10 ans plus tard, ceux qui ont survécu, ces êtres tout à fait transformés, se saluent avec un sourire d'augure sur les sommets de la vie. Desplein, le médecin célèbre, Rastignac, le ministre, Brideau, le grand peintre, tandis que Louis Lambert et Rubempré ont été saisis et brisés par la roue du destin. Ce n'est pas en vain que Balzac a aimé la chimie, qu'il a étudié les ouvrages de Cuvier et de Lavoisier. Car dans ce multiple processus des actions et des réactions, des affinités, des répulsions et des attractions, des éliminations, des décompositions et des cristallisations, dans la simplification atomique du composé, il voyait plus distinctement qu'ailleurs l'image du corps social. Sa conception, qu'il appelait lamarckisme, et que plus tard Taine a solidifié en concept philosophique, était que tout ensemble n'influe pas moins sur l'unité qui en fait partie que l'unité elle-même à son tour sur l'ensemble. Que chaque individu est un produit formé par le climat, le milieu, les mœurs, le hasard et tous les germes de destinée qui viennent le frôler, et que chaque être puise son essence dans une atmosphère pour rayonner lui-même à son tour sur une nouvelle atmosphère. Cet universel déterminisme du monde intérieur et extérieur était pour lui un axiome. Et il lui semblait que la tâche la plus haute de l'artiste était d'enregistrer cette empreinte de l'organique dans l'inorganique, et ces influences de la matière vivante sur l'esprit, ainsi que d'établir le bilan des richesses intellectuelles se trouvant à tel moment dans l'être social, et de faire le compte des produits de toute l'époque. Toutes les lois de l'existence se compénètrent, toutes les forces sont en mouvement, et aucune n'est libre. Un relativisme aussi illimité a nié toute continuité, même celle du caractère. Balzac a toujours fait modifier ses personnages par les événements, qui les modèlent comme une glaise dans la main du destin. Même les noms de ses héros embrassent une réalité en évolution, et non une unité. Dans une vingtaine des livres de Balzac passe le baron de Rastignac, pair de France. On croit déjà le connaître pour l'avoir vu dans la rue, dans un salon, ou en avoir entendu parler dans le journal, cet arriviste sans scrupules, ce prototype d'un brutal et impitoyable profiteur parisien qui, comme une anguille, glisse à travers toutes les mailles des lois et incarne magistralement la morale d'une société corrompue. Mais voici un livre dans lequel vit aussi un Rastignac, le jeune noble sans fortune que ses parents envoient à Paris avec beaucoup d'espoir et peu d'argent, caractère tendre, doux, modeste et sentimental. Et le livre raconte comment il tombe dans la pension Vauquer, dans cette cuve magique de figures, dans un de ces raccourcis de génie où Balzac fait tenir entre 4 murs mal tapissés
toute la variété des tempéraments et des caractères qu'englobe l'existence. Et là, il voit la tragédie du père Goriot, ce roi lyre inconnu. Il voit comment les princesses de pacotille du faubourg Saint-Germain volent avidement leur vieux père. Il voit toute la vilainie de la société analysée dans une seule tragédie. Et comme enfin il suit le cercueil du vieillard trop bon, seul avec un valet et une servante, comme dans une heure d'indignation, il voit Paris s'étendre à ses pieds, des hauteurs du Père-Lachaise, jaune et livide comme un mauvais abcès. Il connaît du coup toute la science de la vie. À ce moment-là, il entend retentir à son oreille la voix de Vautrin, sa doctrine d'après laquelle il faut traiter les hommes comme des chevaux de poste, les harceler de coups de fouet tant qu'ils sont devant la voiture, et puis les laisser crever quand ils sont arrivés au but. Dans cette seconde-là, il devient le baron Rastignac, que l'on rencontre dans les autres livres, le profiteur sans scrupules et inexorable, le père et roi de Paris. Tous les héros de Balzac vivent cette seconde à la croisée des chemins. Tous, ils deviennent des soldats dans la guerre de tous contre tous. Chacun va à l'assaut de la fortune, c'est sur le cadavre de l'un que passent les chevaux de l'autre. Chacun a son Rubicon, son Waterloo. Les mêmes batailles se livrent dans les palais, dans les chaumières et les tavernes. C'est cela que montre Balzac. Et que, sous le masque de leurs habits, prêtres, médecins, soldats ou avocats sont en proie aux mêmes instincts. C'est ce que sait bien son Vautrin, qui joue à la fois tous ses rôles et paraît sous une dizaine de déguisements dans ses livres, mais en restant toujours le même, et cela consciemment. Sous la surface nivelée de la vie moderne, la lutte se poursuit souterrainement. Car l'ambition intérieure agit en sens inverse du nivellement extérieur. Aucune place n'étant réservée pour personne, comme autrefois au roi, à la noblesse, aux prêtres. Chacun ayant droit à tout, les efforts des individus se décuplent et la diminution des possibilités se traduit par le redoublement des énergies. C'est précisément cette lutte meurtrière des énergies entre elles, allant parfois jusqu'au suicide, qui excite Balzac. Sa passion est de décrire, non pas dans ses effets, mais dans son essence, l'énergie tendant à un but, comme expression de la consciente volonté de vivre. Que cette énergie soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit dépensée efficacement ou gaspillée, Balzac n'en a cure, pourvu qu'elle soit intense. L'intensité, la volonté, c'est la seule chose intéressante, c'est ce qui appartient à l'homme, tandis que le succès et la gloire ne sont rien, car c'est le hasard qui les détermine. Le petit voleur qui, anxieusement, fait disparaître dans sa manche un pain pris sur le comptoir du boulanger est ennuyeux. Le voleur en grand, le voleur professionnel, qui ne vole pas seulement pour le profit, mais par passion, lui dont toute l'existence n'a pour objet que de prendre, toujours prendre davantage, est grandiose. Mesurer les effets et les faits reste la fonction de l'historien. Dégager les causes, les intensités, paraît à Balzac celle du poète. Car n'est tragique que la force qui n'aboutit pas au but. Balzac décrit les héros oubliés. Pour lui, il y a à chaque époque non pas un Napoléon unique, celui des historiens, celui qui a conquis le monde de 1796 à 1815, mais il en connaît 4 ou 5. L'un est peut-être tombé à Marengo, et s'est appelé Desaix. Il peut se faire que le second ait été envoyé en Égypte, loin des grands événements, par le véritable Napoléon. Le troisième a peut-être vécu la plus monstrueuse des tragédies. Il était Napoléon et n'a jamais vu un champ de bataille. Il a dû tarir peu à peu dans quelques trous provinciales au lieu de devenir torrent. Mais il n'a pas moins dépensé d'énergie, bien que ce soit en de petites choses. Ainsi, il cite des femmes qui seraient devenues célèbres par leur dévouement et leur beauté parmi les reines soleil. Des femmes dont le nom aurait le même éclat que celui de la Pompadour ou de Diane de Poitiers. Il parle des poètes qu'anéantit la disgrâce du moment, à côté de qui la gloire est passée sans les connaître, et à qui c'est le rôle de l'écrivain de restituer la gloire qui les a oubliés. Il sait que chaque seconde de la vie consume inutilement une quantité monstrueuse d'énergie. Il se rend compte qu'Eugénie Grandet, la jeune provinciale sentimentale, au moment où, tremblant devant son avare père, elle donne à son cousin la bourse, n'est pas moins courageuse que Jeanne d'Arc, dont la statue de marbre brille sur les places publiques. Le succès ne peut pas aveugler le biographe d'un nombre infini de carrières.
Il ne peut pas tromper celui qui a analysé chimiquement tous les fards et les mixtures du visage social. L'œil incorruptible de Balzac, qui partout est uniquement en quête d'énergie, décèle toujours dans le grouillement des faits le véritable battement de la vie. Dans le tumulte de la Bérésina, où l'armée en déroute de Napoléon met toutes ses forces à atteindre le pont, où le désespoir, l'ignominie et l'héroïsme de scènes 100 fois décrites sont confondus, comme dans un comprimé d'une seconde, il discerne tout de suite les véritables héros, les plus grands de tous. Ces 40 pontonniers, dont personne ne connaît le nom, qui pendant 3 jours sont restés plongés jusqu'à la poitrine dans l'eau glacée toute chargée de glaçons, afin de construire ce pont branlant sur lequel passa la moitié de l'armée. Il sait que derrière les rideaux fermés des fenêtres parisiennes, il se passe à chaque seconde des tragédies qui ne le concèdent en rien à la mort de Juliette, à la fin de Wallenstein et au désespoir du roi Lear. Et sans cesse, il a répété fièrement cette parole. « Mes romans bourgeois sont plus tragiques que vos tragédies les plus tragiques. » Car son romantisme est tourné vers l'intérieur. Son Vautrin, qui porte un vêtement ordinaire, n'est pas moins grandiose que le sonneur de Notre-Dame avec ses grelots, le Quasimodo de Victor Hugo. Les paysages sauvages et rocheux de l'âme, les fourrés de la passion et de l'ambition dans la poitrine de ces grands arrivistes ne sont pas moins effrayants que l'épouvantable caverne qu'il y a dans Han d'Islande. Balzac ne cherche pas le grandiose dans la draperie, dans les horizons historiques ou exotiques, mais dans la grandeur des dimensions, dans l'intention accrue d'un sentiment devenant tout à fait unique dans son absolu. Il sait que tout sentiment ne devient prépondérant que s'il reste intact dans sa force, et qu'un homme ne devient grand que quand il se concentre pour atteindre un seul but, quand il ne se disperse pas et ne gaspille pas ses efforts à nourrir plusieurs ambitions à la fois, lorsque sa passion absorbe en elle toutes les sèves correspondant à d'autres sentiments, quand elle se fortifie aux dépens d'autrui et en forçant la main à la nature, comme une branche qui porte une double pousse, ne s'épanouit en floraison que lorsque l'horticulteur en a coupé ou écarté les rejets inutiles. Balzac a décrit ces monomanes de la passion qui voient l'univers sous l'aspect d'un symbole unique qui, pour eux, donne un sens à ce chaos inextricable. Une sorte de mécanisme des passions est l'axiome fondamental de son énergétique. La croyance que chaque existence dépense une même somme d'énergie, quelles que soient les illusions auxquelles s'appliquent ces tendances de la volonté, et qu'importe si cette énergie se dilapide lentement en mille excitations, si elle se conserve précieusement pour des extases véhémentes et soudaines, ou si le feu vital se consume en combustion ou en explosion. Celui qui vit plus vite ne vit pas une vie plus courte. Celui qui vit pour une seule passion ne vit pas avec moins de variété. Pour une œuvre qui ne veut dépendre que des types dégageant des éléments purs, de tels monomanes sont seuls importants. Les hommes tièdes n'intéressent pas Balzac. Ceux qui l'intéressent sont seulement les hommes tout entiers adonnés à une chose, qui avec tous leurs nerfs, avec tous leurs muscles, avec toutes leurs pensées, s'attachent à une des illusions de l'existence, que ce soit n'importe quoi. L'amour, l'art, l'avarice, le dévouement, la bravoure, la paresse, la politique, l'amitié. Peu importe le symbole choisi, pourvu que son emprise soit absolue. Ces hommes à passion, ces fanatiques d'une religion qu'ils se sont créés, ne regardent ni à droite ni à gauche. Ils parlent entre eux des langues différentes, et ils ne se comprennent pas. Offrez au monomane de la collection une femme, la plus belle du monde. Il ne fera pas attention à elle. Offrez à l'amoureux une brillante carrière, il la dédaignera. Offrez à l'avare autre chose que de l'argent, il ne détournera pas les yeux de son coffre. Mais si, par hasard, le monomane se laisse séduire, s'il abandonne sa chère passion pour une autre, il est perdu. Car les muscles que l'on ne fait pas fonctionner dépérissent. Les nerfs que pendant des années l'on ne fait pas agir s'ossifient. Et celui qui, pendant toute une vie d'homme, a été le virtuose d'une seule passion, l'athlète d'un seul sentiment, n'est qu'un incapable et un maladroit en tout autre domaine.
Un sentiment qui a été exacerbé jusqu'à devenir une monomanie fait violence aux autres, leur tarit la source d'eau vive et les fait périr de sécheresse. Mais c'est pour absorber en lui tous leurs stimulants. Toutes les graduations et les péripéties de l'amour, jalousie et mélancolie, épuisement et extase, ont, pour l'avare, leur reflet dans la fureur de l'épargne, et pour le collectionneur, dans la rage de collectionner. Car toute perfection absolue embrasse le total des possibilités sentimentales. L'intensité d'une passion unique recueille dans les émotions qu'elle procure toute la variété des désirs négligés. C'est ici que s'embranchent les grandes tragédies balzaciennes. Nucingen, l'homme d'argent, qui a ramassé des millions et qui est supérieur en habileté à tous les banquiers de l'Empire, devient un niais petit garçon dans les mains d'une courtisane. Le poète, qui se tourne vers le journalisme, est écrasé par lui, comme un grain par la meule du moulin. Un songe qui embrasse l'univers, un symbole qui domine une existence, est jaloux comme Jéhovah. Il ne tolère aucune passion à côté de lui. Et de ces passions, aucune n'est plus grande ou plus petite qu'une autre. Elle ne comporte pas plus un ordre hiérarchique que des paysages ou des rêves. Aucune d'elles n'est insignifiante. Pourquoi n'écrirait-on pas la tragédie de la bêtise, dit Balzac, celle de la honte, celle de la timidité, celle de l'ennui. Ce sont là aussi des forces agissantes, des forces motrices. Elles ont aussi leur importance pourvu qu'elles soient assez intenses. Même la ligne de l'existence la plus mesquine a de l'allure et un accent de beauté pourvu qu'elle se déploie tout droit devant elle sans discontinuité, ou qu'elle fasse complètement le tour d'une destinée. La passion de Balzac, sa monomanie, fut de faire jaillir de la poitrine humaine ses forces primitives, ou, plus exactement, ses 1000 incarnations de la véritable force primitive. Ce fut d'en accroître l'effervescence sous la pression de l'atmosphère, de les exacerber par le sentiment, de les enivrer au moyen des élixirs de la haine et de l'amour, de les rendre furieuses et enragées, de faire en sorte que quelques-unes viennent se briser contre la pierre d'achoppement du hasard. Ce fut de les presser ensemble et de les isoler l'une de l'autre, d'établir des liaisons, de bâtir des ponts entre les rêves de ces divers personnages, entre l'avare et le collectionneur, l'ambitieux et l'égoïste. Ce fut de déplacer sans cesse le parallélogramme des forces, dans chaque destinée, d'ouvrir l'abîme menaçant, au pied de la montagne ou au bas de la vallée, où se déchaîne l'orage de la passion, de précipiter ces forces de haut en bas, de les lancer de bas en haut et, ce faisant, de fixer d'un œil enflammé et fasciné ce jeu changeant, comme Gobseck fixe les diamants de la comtesse Restaud. Ce fut de ranimer sans cesse avec le soufflet le feu défaillant, de harceler ces personnages comme des esclaves, de ne jamais les laisser reposer, de les traîner, comme Napoléon faisait de ses soldats, au travers de tous les pays, de l'Autriche à la Vendée, puis, en passant la mer, vers l'Égypte et vers Rome, à travers la porte de Brandebourg, et ensuite sur la colline de l'Alhambra, et enfin, à travers victoires et défaites, jusqu'à Moscou. Après en avoir laissé la moitié en chemin, emporté par les obus ou couché sous la neige des steppes. Bref, ce fut de sculpter le monde entier comme des figures de statues, de le peindre comme un paysage, et puis, avec des doigts fiévreux, de mettre en mouvement tout ce jeu de marionnettes. Oui, ce fut là la monomanie de Balzac. Car lui-même, Balzac, fut un de ces grands monomanes, comme il en a éternisé dans son œuvre. Déçu, repoussé dans tous ses rêves par un monde brutal qui n'aime pas les débutants ni les pauvres, il s'enterra dans sa retraite et se créa lui-même un symbole de l'univers. Un univers bien à lui, dont il était le maître et qui disparut avec lui. La réalité passait à côté de lui, il ne tendait pas les mains vers elle. Il vivait enfermé dans sa chambre, cloué à sa table de travail. Il vivait dans la forêt de ses personnages, comme Élie Magus, le collectionneur, entre ses tableaux. Depuis sa 25e année, la réalité, à part quelques cas exceptionnels qui finirent toujours tragiquement, ne l'a guère intéressé que comme un matériel de travail, un combustible, pour faire marcher le volant de son propre univers.
Il vivait presque consciemment en dehors de la vie, comme dans la crainte qu'un contact entre ces deux univers, le sien et celui des autres, ne devienne toujours fatalement douloureux pour lui. À 8 heures du soir, épuisé, il se couchait, dormait 4 heures et se faisait réveiller à minuit. Lorsque Paris et le monde bruyant qui l'entourait fermaient leurs yeux ardents, lorsque l'obscurité tombait sur les rumeurs des rues et que le monde disparaissait, le sien commençait à apparaître, et il édifiait, à côté de l'autre, avec les éléments épars qu'il inventait. Il vivait des heures d'une fiévreuse extase, fouettant inlassablement ses sens exténués au moyen de café noir. C'est de la sorte qu'il travaillait 10, 12 et souvent aussi 18 heures, jusqu'à ce que quelque objet l'arrachât à cet univers imaginaire pour le rappeler à la réalité propre. Durant ces heures de réveil, il avait sans doute ce regard que Rodin lui a donné dans sa statue, la surprise de quelqu'un que l'on tire brusquement du ciel pour le faire retomber dans une réalité qu'il avait oubliée, ce regard d'un grandiose effrayant qui ressemble presque à un cri. Cette main qui presse le vêtement sur l'épaule grelottante, cette mine de quelqu'un qu'on secoue en plein sommeil, cet aspect de somnambule à qui l'on crie brutalement son nom. Chez aucun poète, l'intensité de l'absorption dans son propre ouvrage, la croyance à ses propres rêves n'a jamais été plus forte, ni l'hallucination aussi près de l'illusion véritable. Balzac ne savait pas toujours arrêter le travail de son imagination, à la manière d'une machine. Il ne savait pas interrompre immédiatement le mouvement du monstrueux volant. Il ne savait pas distinguer la réalité de ce qui n'était pas son image vue à travers un miroir. Il ne savait pas tracer des lignes de démarcation bien nettes entre le monde réel et le monde qu'il imaginait. On a rempli tout un livre d'anecdotes montrant combien, dans l'ivresse du travail, il croyait à l'existence de ces personnages. Un livre d'anecdotes souvent plaisantes, mais la plupart du temps un peu cruelles. Un ami pénètre dans sa chambre. Balzac se précipite au-devant de lui. « Imagine-toi, dit-il, la malheureuse s'est suicidée. » C'est seulement au recul d'épouvante de son ami qu'il s'aperçoit que l'héroïne dont il parlait, Eugénie Grandet, n'a jamais vécu que dans ses propres prunelles. Et ce qui distingue cette hallucination si contenue, si intense, si complète de l'aliénation pathologique, ce n'est peut-être que l'identité des lois qui régissent la vie extérieure et cette nouvelle réalité. Ce sont les mêmes causalités qui conditionnent l'être. Ce n'est pas tant la forme de la vie que la capacité de vie de ces personnages qui, venant du dehors, entraient dans son ouvrage comme s'ils n'eussent qu'à franchir la porte de son cabinet de travail. Mais par la continuité, par la ténacité et par l'absolu de cette illusion, cette absorption de l'homme dans son œuvre était celle d'un monomane achevé. Son travail n'était plus de l'application, mais de la fièvre, du rêve et de l'extase. C'était, pour lui, un palliatif magique, un soporifique qui devait lui faire oublier l'appétit de vivre qui était en lui. Lui-même, qui était doué comme pas un pour jouir et pour dépenser, a avoué que ce travail enfiévré n'était pour lui qu'un instrument de jouissance. En effet, avec ses désirs effrénés, il ne pouvait, comme les monomanes de ses livres, renoncer à toutes les autres passions qu'en les remplaçant. Il pouvait se passer de tous les excitants du sentiment vital, l'amour, l'ambition, le jeu, la richesse, les voyages, la gloire et les victoires, parce qu'il trouvait dans son travail le substitut dont il avait besoin. Les sens sont aussi fous que des enfants. Ils ne peuvent pas distinguer le vrai du faux, l'illusion de la réalité. Il suffit qu'on leur donne une nourriture, peu importe que ce soit des réalités ou des rêves. Balzac a toute sa vie dupé ses sens en ne leur donnant que des illusions de jouissance. Il rassasiait leur faim avec l'odeur des mets qu'il était bien obligé de leur refuser. Sa vie, à lui, était la part passionnée qu'il prenait aux jouissances de ses créatures. Car c'était lui, véritablement, qui jetait ses 10 louis sur la table de jeu et qui était là, tout tremblant, tandis que la roulette tournait. C'était lui qui, de ses doigts brûlants, ramassait le flot sonore des pièces gagnées. C'était lui qui remportait au théâtre ce grand triomphe,
lui qui à la tête de ses brigades donnait l'assaut à ses hauteurs, lui qui, avec des mines explosives, ébranlait la bourse dans ses fondements. Toutes les concupiscences de ces créatures étaient les siennes. Elles représentaient les extases dans lesquelles se consumait sa vie extérieurement si pauvre. Il jouait avec ces personnages comme Gobseck avec les douloureuses victimes venues à lui, l'âme en proie au désespoir, pour emprunter de l'argent, et qui se laissaient aussitôt prendre à ses amorces, dans la douleur, la joie et les tourments de qui l'usurier ne voyait, après les avoir sondés, que l'attitude plus ou moins adroite de pur comédien. Et c'est le cœur de Balzac qui parle sous la blouse crasseuse de Gobseck. Croyez-vous que ce n'est rien que de pénétrer ainsi dans les replis les plus cachés du cœur humain, que d'y pénétrer si profondément et de l'avoir ainsi devant soi dans sa nudité? Car lui, le magicien de la volonté, transmuait les choses étrangères en biens propres. Il transmuait le rêve en réalité. On raconte que, dans sa jeunesse, lorsque dans sa mansarde il mangeait du pain sec, qui était son misérable repas, il avait dessiné sur la table, à la craie, des contours d'assiettes, et écrit au milieu de ces contours les noms des mets les plus choisis, afin de sentir ainsi, dans son pain sec, rien que par la suggestion, le goût des plats les plus coûteux. Et de même que, dans ce cas-là, il croyait éprouver le goût des plats absents, qu'il l'éprouvait véritablement, de même il a, à coup sûr, savouré absolument tous les charmes de la vie dans les élixirs de ses livres, et il a illusionné sa propre pauvreté avec la richesse et le faste de ses personnages. Lui qui était continuellement couvert de dettes et harcelé par les créanciers, il éprouvait certainement une volupté véritablement matérielle en écrivant 100 000 francs de rente. C'était lui qui fouillait dans les tableaux d'Elymagus, lui qui aimait ces deux comtesses comme Goriot, leur père, lui qui, avec Séraphita, montait sur les hauteurs des fjords de Norvège qu'il n'avait jamais vues, lui qui, avec Rubempré, jouissait des regards admiratifs des femmes. C'était pour lui-même, qu'il faisait jaillir comme une lave la passion chez tous ces hommes pour qui il brassait bonheur et douleur avec les herbes claires et sombres de la terre. Aucun poète n'eut jamais plus de part aux jouissances de ces créatures. C'est précisément aux endroits où il décrit les enchantements de cette richesse tant désirée que l'on sent plus fortement que dans les aventures érotiques l'ivresse de celui qui s'enchante lui-même et le haschisch des rêves du solitaire. Sa passion la plus intime, ce sont ces chiffres qui s'accumulent ou qui se réduisent, ce sont ces gains avides et ces pertes soudaines d'argent. C'est cette ronde de capitaux passant de main en main, ces bilans qui s'enflent, ce bouleversement des valeurs, ces chutes et ces montées qui atteignent l'infini. Il fait s'abattre sur des mendiants des millions à la façon d'un orage. Il fait couler comme du mercure des fortunes dans de blanches mains. Et quelle n'est pas sa volupté lorsqu'il peint les palais du noble faubourg ou la magie de l'argent. Les mots millions, milliards, il les balbutie toujours avec cette émotion de l'homme qui ne peut plus parler tant il est ému, avec le râle de la sensualité suprême. Les pièces de parade des appartements se suivent à la file, voluptueuses comme les femmes d'un sérail. Les insignes de la puissance sont étalés comme les fastueux joyaux de la couronne. Jusque dans les manuscrits de Balzac, cette fièvre a imprimé sa marque. On peut voir comment les lignes, qui au début sont posées et nettes, se gonflent comme les veines d'un homme en colère. On peut voir comment elles se bousculent, se précipitent, se harcèlent furieusement l'une l'autre, maculées par les traces du café avec lequel il fouettait ses nerfs épuisés. On entend presque l'essoufflement continu et haletant de la machine surexcitée, cette convulsion fanatique et maniaque de son créateur, cette rage du Don Juan du verbe, de l'homme qui veut tout posséder et tout avoir. Et l'on retrouve encore l'impétuosité de cet esprit jamais satisfait dans les épreuves de ses écrits, dont il déchirait toujours à nouveau la rigide structure comme un fiévreux déchire sa blessure, afin de faire couler encore une fois le sang rouge et palpitant des lignes à travers un corps déjà froid et figé.
Un pareil travail de titan resterait incompréhensible si ce n'avait pas été de la volupté, et même plus que de la volupté, c'est-à-dire la seule passion par laquelle s'exprimait le vouloir vivre d'un homme renonçant ascétiquement à toutes les autres formes de la puissance. D'un passionné, pour qui l'art était le seul moyen qu'il eût de manifester son activité. Une ou deux fois, il avait bien fugitivement coulé son rêve dans un autre monde. Il s'était essayé dans la vie pratique. La première fois lorsque, désespérant de sa production littéraire et voulant acquérir la véritable puissance d'argent, il devint un spéculateur, fonda une imprimerie et un journal. Mais avec cette ironie que le destin tient toujours en réserve à l'égard des révoltés, lui qui dans ses livres connaissait tout, les coups des gens de bourse, les raffinements des petites et grandes affaires, les ruses des usuriers, lui qui connaissait la valeur de toutes choses, qui dans ses œuvres avait fait réussir des centaines d'hommes et leur avait fait gagner une fortune établie sur des fondements justes et logiques, lui-même qui avait enrichi Grandet, Popinot, Crevel, Goriot, Brideau, Nucingen, Werbrust et Gobseck, lui-même a perdu son capital, a échoué misérablement. Et il ne lui est resté que cette terrible charge de dette qu'il a traînée ensuite, en gémissant, sur ses larges épaules de portefaix, pendant tout le demi-siècle de sa vie, îlote du travail le plus accablant, sous lequel, un jour, il s'est effondré, sans pousser un cri, les veines rompues. La jalousie de la passion qu'il avait abandonnée, de la seule à laquelle il s'était adonné, l'art, s'est atrocement vengé de lui. Même l'amour, qui pour les autres est un rêve merveilleux s'épanouissant au-dessus de la réalité vécue, ne devint pour lui une réalité qu'en sortant d'un rêve. Madame de Hanska, sa future épouse, l'étrangère à qui s'adressaient ces lettres célèbres, était déjà passionnément aimée par lui avant qu'il eût plongé son regard dans ses yeux. Il l'aimait déjà lorsqu'elle n'était encore pour lui qu'un songe, comme la fille aux yeux d'or, comme Delphine et Eugénie Grandet. Pour le véritable écrivain, toute autre passion que celle du travail littéraire, du rêve créateur, est une aberration. L'homme de lettres doit s'abstenir des femmes, elles lui font perdre son temps. On doit se borner à leur écrire. Cela forme le style, disait-il à Théophile Gautier. En vérité, au tréfonds de son être, ce qu'il aimait, ce n'était pas Madame de Hanska, mais l'amour qu'il avait pour elle. Ce n'étaient pas les situations dans lesquelles il se trouvait réellement, mais celles qu'il inventait. Il assouvissait sa faim de réalité à l'aide d'illusions. Il jouait avec les images et les costumes jusqu'au point de croire lui-même à sa passion, comme le font les comédiens au moment où ils sont le plus émus. Inlassablement, il a sacrifié à cette passion de la création littéraire. Il a accéléré le processus de combustion interne jusqu'au jour où la flamme jaillit et se répandit à l'extérieur, jusqu'au jour où il périt. À chacun de ses nouveaux livres, avec chaque désir qu'il mettait ainsi en œuvre, sa vie se rétrécissait comme la magique peau de chagrin de son roman mystique, et il fut victime de la monomanie, comme le joueur est victime des cartes, le buveur des vins, le fumeur d'opium de la pipe fatale et le voluptueux des femmes. Il périt pour avoir cédé à l'excès de sa passion. Il est très compréhensible qu'une volonté si colossale, qui gonflait ses rêves de sang et de vie, qui les animait tellement que leurs excitations n'étaient pas moins fortes que les phénomènes de la réalité, il est très compréhensible qu'une telle volonté, monstrueusement douée d'un monstrueux pouvoir d'enchantement, ait vu dans cette magie le secret de la vie et ait fait de ses propres idées la loi de l'univers. Il ne pouvait pas avoir une philosophie véritable, celui qui ne trahissait rien de lui-même, qui peut-être n'était rien de plus qu'un être en évolution, qui n'avait aucune forme, comme Proté, parce qu'il les incarnait toutes en lui. Celui qui, comme un derviche, comme un esprit fugace, se glissait dans les corps de 1000 personnages et se perdait dans le dédale de leur vie, tantôt optimiste avec celui-ci, tantôt altruiste avec celui-là, tantôt pessimiste et relativiste, pouvant en lui mettre en circuit ou hors circuit toutes les opinions et toutes les valeurs, comme s'il se fût agi de courants électriques. Il ne donne tort ni raison à personne. Balzac n'a toujours fait qu'épouser les opinions des autres. Il n'y a pas, que je sache, de mot qui puisse exprimer cette façon d'adopter une opinion avec spontanéité, mais sans identification durable avec elle.
Il était tout entier enfermé dans l'instant présent, dans la cage thoracique de ses personnages, et il se laissait aller au fil de leurs passions et de leurs vices. Pour lui, il n'y avait qu'une chose qui fût vraie et immuable. C'était la volonté poussée à un degré extraordinaire. C'était ce sésame magique qui lui ouvrait, à lui étranger, les rochers derrière lesquels se cachait ce qu'il y a d'inconnu dans la poitrine humaine. Ce mot magique qui le conduisait dans les plus sombres abîmes du sentiment des hommes et qui lui permettait d'en remonter, chargé de ce que leur existence contenait de plus noble. Il devait, plus que tout autre, être enclin à attribuer à la volonté un pouvoir ayant sa répercussion du spirituel dans le matériel, et à la considérer comme principe de vie et souveraine de l'univers. Il avait conscience que la volonté, ce fluide qui, irradié par Napoléon, ébranlait l'univers, renversait des empires, faisait des rois, commandait des millions de destinées. Il avait conscience que cette vibration immatérielle, cette pure pression atmosphérique d'une chose spirituelle s'exerçant extérieurement, devait aussi se manifester dans l'ordre matériel, modeler la physionomie et influencer le physique de tout le corps. Car de même qu'une excitation momentanée stimule chez tout homme l'expression, embellit les traits de la brute et même de l'idiot et leur donne du caractère, à plus forte raison, combien une volonté énergique, une passion chronique ne devait-elle pas sculpter la matière du visage humain? Une figure était pour Balzac un vouloir vivre pétrifié, un caractère fondu dans le bronze, et de même que l'archéologue a pour mission, à l'aide des vestiges de pierre, de reconstituer toute une civilisation, de même, il lui semblait nécessaire que l'écrivain fût capable, d'après un visage et d'après l'atmosphère entourant une personne, de découvrir quelle est sa culture intérieure. C'est cette physiognomonie qui lui fit aimer la doctrine de Gall, sa topographie des facultés localisées dans le cerveau. C'est elle qui l'amenait à étudier l'avater, qui également ne voyait dans la figure humaine pas autre chose que le vouloir vivre devenu chair et os, que le caractère se manifestant physiquement. Tout ce qui confirmait cette magie, cette mystérieuse action réciproque du moral et du physique, était pour lui chose bienvenue. Il croyait à la doctrine de Mesmer sur la transmission magnétique de la volonté d'un médium dans un autre. Il croyait que les doigts étaient des réseaux de feu rayonnant la volonté. Il attachait cette conception aux spiritualisations mystiques de Swedenborg, et il concentra toutes ces amusettes qui n'étaient pas entièrement figées en une théorie, dans la doctrine de son favori, ce Louis Lambert, le chimiste de la volonté, cette singulière figure d'un homme mort prématurément qui incarne étrangement le propre portrait de Balzac et son désir d'une perfection intérieure, et qui, plus souvent que tout autre personnage de l'auteur, fait des emprunts à la vie de celui-ci. Chaque visage était pour lui une charade à deviner. Il prétendait reconnaître dans la face de chaque individu une physionomie d'animal. Il croyait pouvoir distinguer à des signes secrets les gens voués à la mort. Il se vantait de pouvoir dire la profession de toute personne qui passait dans la rue d'après sa figure, sa démarche et son costume. Mais cette connaissance intuitive ne lui paraissait pas encore la plus haute magie du regard divinatoire, car tout cela ne s'appliquait qu'à la réalité présente. Son ambition la plus profonde était d'être semblable à ces hommes aux forces concentrées, qui peuvent non seulement découvrir les choses momentanées, mais encore pénétrer le passé d'après les traces qu'il a laissées et l'avenir d'après les racines qui en sont déjà formées. Son ambition la plus profonde était d'être le frère des chiromanciens, des devins, des faiseurs d'horoscopes, des voyants et de tous ceux qui, doués du regard pénétrant de la seconde vue, prétendaient reconnaître les choses intérieures d'après l'extérieur et l'illimité d'après les lignes du fini, qui pouvaient, en regardant les minces lignes de la main, dérouler le chemin de la vie passée et prolonger dans le futur cet obscur sentier. Un pareil regard magique, d'après Balzac, n'est donné qu'à celui qui n'a pas dispersé son intelligence en 1000 directions, mais qui, l'idée de la concentration revient sans cesse chez Balzac, mais qui l'a épargnée en lui-même pour la tourner vers un but unique. Le don de seconde vue n'est pas seulement celui du magicien et du voyant. La seconde vue, cette connaissance spontanée et visionnaire, cette marque incontestable du génie, les mères l'ont également à l'égard de leurs enfants.
Elle appartient aussi à Desplein, le médecin qui, d'après la souffrance confuse d'un malade, détermine aussitôt la cause de son mal et la limite probable de la durée de sa vie. Elle appartient à Napoléon, le génial capitaine, qui reconnaît aussitôt l'endroit où il doit lancer ses brigades pour décider du sort de la bataille. Elle appartient à Marsay, le séducteur, qui saisit immédiatement la seconde fugitive où il peut amener une femme à sa chute. Elle appartient à Nucingen, le joueur à la bourse, faisant exploser le grand coup qu'il a préparé juste au moment opportun. Tous ces astrologues du ciel de l'âme doivent leur science à ce regard intérieur qui voit l'horizon comme à travers une longue vue, là où l'œil nu n'aperçoit qu'un informe chaos. C'est en cela que réside l'affinité qu'il peut y avoir entre la vision du poète et la déduction du savant, entre la conception rapide et spontanée et la connaissance lente et logique. Balzac, à qui lui-même sa propre clairvoyance intuitive restait incompréhensible, et qui souvent jetait un regard d'effroi et presque d'égarement sur son œuvre comme sur quelque chose d'inconcevable, fut forcé d'adopter une philosophie de l'incommensurable, une mystique à laquelle ne suffisait plus le catholicisme courant d'un Demestre. Et ce grain de magie qui était mêlé à son être le plus intime, ce caractère un peu mystérieux qui fait que son art est non seulement la chimie, mais encore l'alchimie de la vie, c'est là sa valeur limite par rapport à ses successeurs, à ses imitateurs, Zola en particulier, qui entassait pierre sur pierre, là où Balzac n'avait qu'à tourner son anneau magique pour voir se dresser déjà un palais aux 1000 fenêtres. Si monstrueuse qu'ait été l'énergie qu'il lui a fallu pour mettre sur pied son œuvre, la première impression n'en reste pas moins toujours une impression de magie et non une impression du travail. On n'y voit pas un emprunt à la vie, mais plutôt un enrichissement de la vie et un don gratuit fait à cette dernière. En effet, et cela flotte autour de sa figure comme un impénétrable nuage de mystère, Balzac, dans ses années de création, a cessé d'étudier et d'expérimenter. Il n'a plus continué d'observer la vie, comme le faisait par exemple Zola qui, avant d'écrire un roman, dressait un bordereau pour chaque personnage, ou comme le faisait Flaubert qui engloutissait des bibliothèques entières pour composer un livre de l'épaisseur du doigt. Balzac, lui, revenait rarement dans le monde réel qui était situé en dehors du sien. Il était enfermé dans son hallucination comme dans une prison. Il était cloué comme un martyr à sa table de travail, et quand il entreprenait une de ces excursions fugitives dans la réalité, quand il allait discuter avec son éditeur, porter ses épreuves à l'imprimerie, manger chez un ami ou fouiller les boutiques de bric-à-brac de Paris, ce qu'il rapportait, c'était toujours moins des informations que la confirmation de ce qu'il savait. Lorsqu'il commença d'écrire, le savoir de toute sa vie était déjà réuni en lui, d'une façon mystérieuse. Il y était accumulé et emmagasiné, et c'est peut-être, avec le phénomène presque mythique de Shakespeare, la plus grande énigme de l'histoire universelle que la question de savoir comment, quand et d'où sont venues dans l'esprit de Balzac toutes ces extraordinaires provisions de connaissances concernant toutes les professions, toutes les matières, tous les tempéraments et tous les phénomènes. Pendant 3 ou 4 ans, dans sa jeunesse, il avait exercé plusieurs professions. C'est dans ces quelques années qu'il lui a fallu puiser toute sa science, toute cette quantité inexplicable et inconcevable de faits, la connaissance de tous les caractères et de tous les phénomènes. Il a dû, dans ces années-là, observer incroyablement. Son regard dut être un effrayant appareil d'absorption qui, avidement, à la manière d'un vampire, s'emparait de tout ce qu'il rencontrait pour le concentrer dans son être, dans une mémoire où rien ne se décolorait, où rien ne se perdait, où rien ne se brouillait ni ne se corrompait, où tout était bien ordonné, bien à sa place, bien aligné, où tout était toujours prêt à être utilisé et toujours tourné du côté essentiel, dans une mémoire où tout faisait ressort et bondissait dès que Balzac le voulait ou le désirait. Balzac a tout connu. Les procès, les batailles, les manœuvres de la bourse, les spéculations immobilières, les secrets de la chimie, les ruses des parfumeurs, les artifices des artistes, les discussions des théologiens, la vie des journaux, les dessous du théâtre et de cette autre scène, la politique. Il a connu la province, Paris et le monde. Lui, le connaisseur en flânerie,
lisait comme dans un livre dans les traits compliqués des rues. Il savait avoir une maison quand elle avait été bâtie et par qui et pour qui. Il déchiffrait l'héraldique des armoiries qu'il y avait au-dessus de la porte. Il reconstituait toute une époque d'après le genre de sa construction. Et il savait en même temps le prix des loyers. Il peuplait chaque étage d'habitants. Il plaçait des meubles dans les chambres. Il remplissait celles-ci d'une atmosphère de bonheur et de malheur. Et il faisait se dérouler du premier étage au second et du second au troisième le réseau invisible du destin. Il a possédé une connaissance véritablement encyclopédique. Il savait combien vaut un tableau de Palma le Vieux, combien coûte un hectare de prairie, une maille de dentelle, un tilbury ou un valet. Il a connu la vie des élégants qui, végétant parmi les dettes, dépensent en une année 20 000 livres. Si l'on passe 2 pages plus loin, c'est alors l'existence d'un pauvre rentier, dans la vie péniblement administrée de qui un parapluie déchiré, une vitre brisée devient une catastrophe. Tournons encore quelques pages, et le voici au milieu des gens tout à fait pauvres. Il les suit dans leur besogne, et il sait comment chacun gagne ses quelques sous. Le pauvre auvergnat, le porteur d'eau, dont l'ambition est de n'avoir plus besoin de traîner lui-même sa barrique, mais de posséder un tout petit cheval. L'étudiant et la couturière, toutes ces existences presque végétatives de la grande ville. 1000 paysages se dressent aux yeux de Balzac. Chacun est prêt à se placer derrière les destinées qu'il décrit, à les influencer, et tous sont plus nets dans son esprit après un moment de contemplation que pour d'autres qui ont vécu après des années. Il a tout su de tout ce que son regard a effleuré fugitivement une seule fois, et, merveilleux paradoxe de l'artiste, il a même su ce que ses sens n'ont pas perçu. C'est de ses rêves qu'il a fait surgir les fjords de Norvège, les remparts de Saragosse, et ils étaient semblables à la réalité. Monstrueuse est cette rapidité de vision. C'était comme s'il fût doué de la faculté de voir à nu et bien clairement ce que les autres n'apercevaient que sous le masque et sous 1000 déguisements. Pour lui, il y avait dans tout un symbole, et pour tout une clé, de sorte qu'il pouvait soulever la face extérieure des choses et qu'ainsi celles-ci se montraient à lui dans leur être véritable. Les physionomies se révélaient à son esprit et tout tombait au pouvoir de ses sens, comme le noyau d'un fruit. D'un seul coup, il sépare l'essentiel de l'embrouillamini des choses insignifiantes. Il ne le dégage pas peu à peu, en fouillant lentement, couche après couche. Au contraire, on dirait qu'avec de la poudre, il fait exploser les mines d'or de la vie. En même temps que ces formes de la réalité, il saisit aussi l'insaisissable, l'atmosphère de bonheur et de malheur qui flotte sur elle à la manière d'un fluide, les commotions qui se produisent entre le ciel et la terre, les explosions prochaines, les bouleversements de la température aérienne. Ce qui, pour les autres, n'est qu'une vague esquisse, ce qu'ils voient froid et terne, comme sous une vitrine sans vie. Sa sensibilité magique le sent à l'état atmosphérique, comme dans le tube du thermomètre. Cette extraordinaire et incomparable science intuitive est le génie de Balzac. Ce qu'on appelle l'artiste, le distributeur des forces, l'ordonnateur et le compositeur, celui qui concentre et qui dispose, n'est guère visible chez Balzac. On serait tenté de dire qu'il ne représentait pas ce qu'on appelle un artiste, tellement c'était un génie. Une telle force n'a pas besoin d'art, a-t-on écrit. Ce mot s'applique également à lui. Car véritablement, il y a ici une force si vaste et si grandiose que, comme les animaux les plus enivrés de liberté qui vivent dans la forêt vierge, elle est rebelle à tout dressage. Sa beauté est celle d'un fourré sauvage, d'un torrent, d'une tempête, de tous ces objets dont la valeur esthétique réside uniquement dans l'intensité du caractère. Cette beauté n'a pas besoin de symétrie, de décoration. Elle n'a pas besoin du secours d'un arrangement minutieux. Elle produit son effet grâce à la multiplicité sans limite de ses forces. Balzac n'a jamais composé ses romans suivant un plan bien rigide. Il s'est perdu dans leur sinuosité comme dans une passion. Il a fouillé les descriptions et les paroles comme les étoffes ou les nudités de la chair épanouie. Il crée des personnages, il les recrute dans toutes les catégories sociales, dans toutes les familles, dans toutes les provinces de France, comme Napoléon faisait pour ses soldats.
Il les répartit dans les régiments, il fait de l'un un cavalier, il place l'autre dans l'artillerie et le troisième dans le train des équipages, il verse de la poudre dans le bassinet de leurs fusils et ensuite il les abandonne à leur indomptable force intérieure. La comédie humaine, malgré sa belle préface, qui n'est que postérieure, n'a pas de plan interne. Elle n'est pas établie d'après un plan, comme la vie à lui-même lui paraissait sans aucun plan. Elle ne vise pas à un but moral, à un ordre logique. Elle veut montrer à l'état d'évolution ce qui évolue perpétuellement. Dans ce flux et ce reflux, il n'y a pas de force durable. Il y a seulement une attraction momentanée, comme la mystérieuse attraction de la Lune sur les marées. Il y a cette atmosphère incorporelle, qui est comme tissée de nuages et de lumière, qu'on appelle une époque. L'unique loi de ce nouveau cosmos serait que tout ce qui agit sur les choses se modifie également soi-même. Que rien n'agit librement, comme un Dieu qui ne ferait qu'exercer son influence du dehors, mais que tous les hommes, dont l'assemblage instable constitue une époque, sont également formés par cette époque, et que leur morale et leurs sentiments sont, tout comme eux-mêmes, des produits. D'après cette loi, tout est relatif. Ce qui à Paris est appelé vertu est considéré comme un vice derrière les Açores. Il n'y a pas de valeur fixe, et les hommes passionnés doivent estimer le prix de l'univers, comme Balzac veut qu'ils estiment le prix d'une femme. Elle vaut toujours ce qu'elle coûte. La mission du poète à qui, ne serait-ce que parce que lui-même est simplement un produit, une créature de son temps, la mission du poète à qui il est interdit d'extraire de ces choses changeantes ce qu'elles ont de permanent, ne peut être que de décrire la pression atmosphérique, l'état intellectuel de son époque, le jeu réciproque des forces collectives qui ont animé, groupé et de nouveau séparé les millions de molécules. Être le météorologiste des courants atmosphériques de la société, le mathématicien de la volonté, le chimiste des passions, le géologue des formes primitives des nations. En somme, un savant multiple qui sonde et ausculte avec toutes sortes d'appareils le corps de son époque, et en même temps un collectionneur de tous les faits, un peintre des paysages contemporains et un soldat des idées contemporaines, telle est l'ambition de Balzac. Voilà pourquoi il était si infatigable dans l'enregistrement des choses infinitésimales aussi bien que des plus grandioses. Et c'est ainsi que son œuvre, d'après le mot profond de Taine, est devenue le plus grand magasin de documents humains qu'il y ait eu depuis Shakespeare. Pour ses contemporains et pour beaucoup de gens d'aujourd'hui, Balzac n'est, il est vrai, que l'auteur de romans. Ainsi considéré, vu à travers la lunette esthétique, il ne paraît pas tellement surnaturel. Car à vrai dire, il n'a que peu de standard works. Balzac ne doit pas être jugé d'après un de ses livres pris en particulier, mais d'après l'ensemble. Il doit être considéré comme un paysage, avec sa montagne et sa vallée, son horizon illimité, ses crevasses traîtresses et ses torrents rapides. Avec lui commence, on pourrait même presque dire fini, s'il n'y avait pas eu ensuite Dostoïevski, avec lui commence la conception du roman comme encyclopédie du monde intérieur. Avant lui, les écrivains ne connaissaient que deux moyens pour faire marcher le moteur somnolent de l'action. Ou bien ils s'appuyaient sur le hasard, agissant de l'extérieur, lequel, comme un vent violent, gonflait la voile et faisait avancer l'esquif, ou bien ils choisissaient comme force agissante intérieurement toujours l'impulsion érotique, les péripéties de l'amour. Balzac, lui, a procédé à une transposition de l'érotique. Pour lui, il y avait deux catégories d'hommes de désir. Et comme il a déjà été dit, seuls les hommes de désir, les hommes ambitieux, l'ont intéressé. D'une part, les érotiques, au sens propre du mot, c'est-à-dire quelques hommes, et presque toutes les femmes, qui vivent uniquement sous la constellation de l'amour, qui sont nés sous elle, et qui périssent également sous son signe. Mais le roman de Balzac a acquis une variété extraordinaire du fait qu'il a reconnu et montré que toutes les forces que dégage l'érotique ne sont pas les seules existantes, que les péripéties de la passion pour une autre catégorie d'individus possèdent la même intensité de vie et se développent sous d'autres formes et dans d'autres symboles sans que la force motrice primitive ne perde rien de son action ou de son intérêt.
Balzac a encore alimenté son œuvre à une seconde source de réalité. Il a introduit l'argent dans le roman. Lui qui ne reconnaissait pas de valeur absolue, en tant que secrétaire de ses contemporains, en tant que statisticien du relatif, il a observé les valeurs extérieures, morales, politiques et esthétiques, et avant tout, cette valeur objective d'une application universelle qui, de nos jours, pour chaque objet, se rapproche presque de l'absolu, la valeur pécuniaire. Depuis que les privilèges de l'aristocratie sont abolis, depuis le nivellement des différences, l'argent est devenu le sang, la force agissante de la vie sociale. Chaque chose est déterminée par sa valeur, chaque passion par les sacrifices matériels qu'elle exige, chaque individu par son revenu extérieur. Les chiffres sont le baromètre de certains états atmosphériques de la conscience que Balzac s'est donné pour tâche d'étudier. Et l'argent embrasse toute la périphérie de ses romans. Non seulement Balzac y décrit la formation et la chute des grandes fortunes, les sauvages spéculations de la bourse. Non seulement il raconte les grandes batailles de l'argent dans lesquelles il se dépense autant d'énergie qu'à Austerlitz et à Waterloo. Non seulement il dépeint cette vingtaine de types de chasseurs d'argent, les uns par avarice, les autres par haine, les autres par esprit de prodigalité ou par ambition, ces hommes qui aiment l'argent pour l'argent, ceux qui l'aiment comme un symbole et ceux pour qui il n'est qu'un moyen d'atteindre les fins qu'ils poursuivent. Balzac a encore été le premier et le plus intrépide à montrer par 1000 exemples comment l'argent lui-même s'infiltre dans les sentiments les plus nobles, les plus délicats et les plus immatériels. Tous ces héros calculent comme nous le faisons malgré nous dans l'existence quotidienne. Ces débutants qui arrivent à Paris savent bien vite ce que coûte la fréquentation de la bonne société. Une toilette élégante, des souliers vernis, une nouvelle voiture, un appartement, un domestique, 1000 riens et futilités qui tous demandent à être connus et payés. Ils savent que c'est une véritable catastrophe que d'être méprisé pour un gilet démodé. Ils comprennent bien vite que seul l'argent ou l'apparence de l'argent ouvre les portes. Et c'est de ces petites humiliations incessantes que naissent ensuite les grandes passions et la tenace ambition. Balzac ne les quitte pas d'un pas. Il est à côté des prodigues pour compter leurs dépenses, à côté des usuriers pour compter le taux de leurs intérêts, à côté des marchands pour calculer leurs bénéfices, à côté des dandys pour compter leurs dettes et à côté des politiciens pour compter leurs pots de vin. C'est l'argent qui marque les graduations de la montée des sentiments d'inquiétude, la pression barométrique des catastrophes prochaines. Comme l'argent était le précipité matériel de l'ambition universelle, comme il s'insinuait dans tous les sentiments, il lui fallait, lui, Balzac, pathologiste de la vie sociale, afin de reconnaître les crises du corps malade, procéder à la microscopie du sang et, pour ainsi dire, déterminer la proportion d'argent contenue en lui. Car toute vie en est saturée. Il est l'oxygène des poumons déprimés. Personne ne peut s'en passer. L'ambitieux à cause de son ambition, l'amoureux à cause du bonheur qu'il recherche, et l'artiste est encore celui de tous qui peut le moins s'en passer. Balzac l'a su lui-même mieux que personne, lui sur les épaules de qui s'entassait une dette de 100 000 francs, ce poids terrible que souvent, pour quelques instants, dans l'extase du travail, il soulevait de ses épaules, et qui finissait toujours par retomber sur lui d'une manière écrasante. L'œuvre de Balzac est immense. Dans ses 80 volumes vit toute une époque, tout un univers, toute une génération. Jamais avant lui n'avait été méthodiquement tentée une entreprise aussi grandiose. Jamais l'audace d'une volonté surhumaine ne fut mieux récompensée. Les dilettantes, ceux qui, pour se délasser, cherchant le soir à oublier le monde mesquin de leur existence, veulent de nouvelles images et de nouvelles âmes, trouvent chez Balzac toute l'excitation qu'il leur faut et un théâtre varié. Les dramaturges y trouvent matière à 100 tragédies, les savants une foule de problèmes et d'idées, négligemment jetés comme les miettes de la table d'un homme plus que repu. Les amoureux y trouvent une ardeur d'extase, pour ainsi dire, idéale. Mais l'héritage le plus riche est encore pour les poètes. Dans le projet de la comédie humaine, à côté des romans achevés, il y en a encore une quarantaine d'inachevés qui n'ont pas été écrits. L'un s'appelle Moscou, celui-là La Plaine de Wagram.
Un autre traite des batailles livrées autour de Vienne, un autre encore est consacré à la vie de la passion. C'est presque un bonheur que tous ces ouvrages n'aient pas été terminés. Balzac a dit un jour « Est un génie celui qui en tout temps peut transformer ses pensées en action. » Mais le génie tout à fait grand se garde d'exercer continuellement cette activité, car il ressemblerait trop à Dieu. En effet, s'il lui avait été permis d'achever tous ses romans, de refermer entièrement sur lui-même le cercle des passions et des événements, son œuvre aurait atteint les limites de l'inconcevable. Elle serait devenue une monstruosité, l'effroi de tous ceux qui viendraient après lui, découragés par l'impossibilité de l'atteindre. Tandis que, telle qu'elle apparaît, torse sans pareil, elle est un stimulant extraordinaire et l'exemple le plus grandiose que puisse trouver une volonté créatrice en marche vers l'inaccessible. Dickens.